Bonjour et merci de m'accueillir cette année encore. Euh, donc, je suis doctorante en dernière année, j'espère, au laboratoire IMSIC, qui est un laboratoire de sciences de l'information et de la communication et qui réunit les départements de l'Université de Toulon, de Marseille et d'Aix-en-Provence. Et ma thèse porte sur l'intégration du design systémique et des approches infocommunicationnelles et comportementales pour la transition durable des territoires. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu la deuxième partie de ma thèse, c'est-à-dire une analyse des effets de la comodélisation d'un système complexe socio-territorial sur les cadres de référence des participants et leur mode opératoire. Clique sur le développement. C'est vrai que c'est pas doué. Ok. Donc, il s'agit d'une taxe CIFRE, donc elle est financée par une entreprise. Cette entreprise, c'est le groupe Pisorno Environnement. Pisorno et Environnement, c'est un collecteur de déchets. Donc, c'est un petit, gros collecteur de déchets. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 2000 salariés qui opèrent sur tout le territoire national, avec un carnet de commandes cette année d'à peu près 1 milliard d'euros. Donc, c'est un petit par rapport à un Veolia, mais c'est quand même un gros opérateur sur le territoire français. Et pourquoi Pisorno Environnement s'intéresse tout à coup au sujet de la prévention et la sensibilisation des déchets? Ben, tout simplement parce qu'il y a à peu près 3 ans, l'ADEME a fait la promotion de nouveaux appels d'offres de marchés publics expérimentaux dans lesquels le modèle d'affaires change un peu, c'est-à-dire que le collecteur qui était initialement payé à la tonne de déchets collectés devient rémunéré à la tonne évitée. Et là, pour eux, ben, ça a un gros changement de culture. C'est comme ça que je suis arrivée donc, dans l'entreprise avec cette commande. L'entreprise, donc c'est une recherche-intervention en co-design. Et donc la commande, c'était d'explorer de nouvelles formes de la prévention en tenant compte du peu d'efficacité des approches traditionnelles. En fait, il y avait une confusion entre prévention et communication. Euh, et également de faire monter en compétence les équipes pour qu'elles puissent répondre à ces appels d'offres qui désormais intègrent une offre de prévention, sensibilisation de prévention des déchets. Donc c'est un gros enjeu hein, pour eux dans la mesure où ils sont bonusés ou malusés en fonction de leurs résultats. Donc ils doivent engager les citoyens du service de collecte ou les habitants à réduire leurs déchets et à améliorer la qualité de leur tri. Donc pour ça, on m'a donné un petit groupe projet qui est composé de 5 personnes et on m'a aussi donné un petit terrain. Je vais passer assez rapidement sur le terrain parce que je vous en ai parlé l'année dernière, mais pour remettre un peu de contexte, s'agit du Rock d'Azur. Le Rock d'Azur, c'est un gros événement, une compétition de vélo tout-terrain qui intègre à peu près sur 3 jours 300-400 000 personnes dans une petite ville du sud de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que cet événement, il est organisé par Amaury Sport Organisation. Et Amaury Sport Organisation, ce sont aussi les gens qui organisent le Paris-Dakar, le Tour de France, et qui possèdent également des médias sportifs, entre autres l'équipe en version média papier et aussi chaîne de télé. Eux, ils ont des gros enjeux RSE, parce qu'en fait, leur activité est tellement polluante qu'il y a il y a des villes aujourd'hui en France qui refusent de les accueillir. ASO a confié à Pisorno Environnement la mission d'améliorer qualitativement et quantitativement le tri des déchets sur cet événement. Alors pour ce faire, avec mon petit groupe projet, donc il faut bien considérer que ce petit groupe projet qui est composé de 5 personnes, donc de 5 salariés du groupe Pisorno Environnement, c'est des gens qui viennent du déchet, hein. C'est pas des gens qui viennent de la sensibilisation, c'est pas des gens qui viennent de la prévention, et c'est encore moins des gens qui sont habitués aux pratiques de design ou de collaboration. C'est pas leur culture d'entreprise. On a affaire à des gens qui traditionnellement creusent des trous, enterrent des poubelles, hein. C'est pas des militants écologistes chez Pisorno Environnement, vraiment pas. Donc, pour ce faire, on a co-créé cette séquence de design systémique qui a une petite particularité, c'est qu'on a injecté en fait des approches, des savoirs en sciences de la communication et de l'information et aussi en sciences comportementales, plus particulièrement en psychologie sociale. Et donc, on a déroulé avec le groupe ce processus qui intègre tout ce qui est en gris, sont en fait des ateliers de co-design. Et l'idée, c'était d'arriver justement à produire avec ce groupe-là, eh bien, ce diagramme, c'est-à-dire de modéliser en fait
ce système complexe territorial qu'est le Roc d'Azur. Donc, au fil des ateliers, on a réussi à produire, avec ce petit groupe, ce modèle de boucle causale qui a permis d'identifier des points de levier dans le système. Et à partir de ces points de levier, après, ensuite, il y a eu toute une déclinaison opérationnelle et on est allé jusqu'au déploiement du dispositif sur le Roc d'Azur l'année suivante. Ça a plutôt bien marché. On a eu zéro ordure ménagère et une amélioration sensible du tri des déchets. Mais ce qui m'a intéressé moi particulièrement à ce moment-là, c'est un petit peu la suite, c'est-à-dire que j'ai vu quand même au fil du temps une évolution dans ce groupe projet, un changement de vocabulaire, un changement de vision. Et en fait, j'ai eu envie d'essayer autre chose et de formuler cette hypothèse que est-ce que l'expérience de la complexité à travers la modélisation, là sous forme d'un diagramme de boucle causale, pouvait peut-être transformer les cadres de référence et les modes opératoires des participants. Alors, la grande question après, c'était comment savoir si le praticien est transformé. Et ça, évidemment, c'est pas facile à évaluer, puisque la transformation, des fois, ils n'en ont même pas conscience qu'ils sont transformés. Ou alors, elle se fait sur un temps très long. C'était pas simple. Donc, j'ai choisi de m'appuyer sur la théorie de l'apprentissage transformateur, le transformative learning de Mézirow. Pour moi, plutôt dans la version de Patricia Crampton, qui, elle, s'adresse plutôt à la formation pour adultes. Et ce que nous dit Claire Duchel, c'est que la théorie de l'apprentissage transformateur, ça consiste en un processus cognitif au cours duquel l'apprenant adulte donne du sens à son expérience d'apprentissage en transformant ses perspectives initiales et que ces nouvelles perspectives vont pouvoir le guider par la suite ses actions futures. Donc, ces fameux cadres de référence, en fait, pour Mézirow, ce sont des structures cognitives, affectives et culturelles qui influencent la manière dont un individu perçoit, interprète ou donne du sens à son expérience. Donc, c'est à partir de cette théorie et de la littérature, cette théorie, qu'on a pu créer une grille d'analyse dans laquelle on va s'intéresser à la fois au cadre de référence et au mode opératoire. Donc, dans les cadres de référence, on va chercher à savoir s'il y a une prise de conscience déjà d'un cadre de référence, hein. S'il y a une rupture cognitive, si l'individu a pu mettre en place une réflexion critique sur ses croyances, s'il y a une intégration de la pensée systémique, s'il y a aussi un décentrement ou un élargissement de ses perspectives, et au Graal, s'il y a un changement de vision du monde. Côté mode opératoire, on s'est intéressé donc au changement dans les pratiques ou les habitudes d'action, s'il y a une appropriation des approches collaboratives et systémiques, s'il y a une intégration de la complexité dans les prises de décision, s'il y a une émergence de nouvelles collaborations ou de nouveaux rôles, et enfin, s'il y a eu une acceptation de la temporalisation et de l'incertitude qui fait partie des caractéristiques de la complexité. Alors pour ça, j'ai mené 2 séries d'entretiens semi-directifs. La première, je l'ai menée 1 an après le premier atelier, et la seconde, je l'ai menée 15 jours après le troisième atelier. Euh, j'ai procédé par codage préalable, mais néanmoins ouvert, avec de l'étiquetage assez traditionnel. Une petite particularité, c'est que j'ai utilisé de l'IA sur le second passage en fait, de codage. L'idée, c'était de me dire que c'est de la recherche-intervention. Ces personnes, maintenant, je les connais très bien, elles sont quasiment devenues mes collègues de travail. Donc, je suis très, très, très biaisée. Et donc, je voulais savoir si l'IA voyait la même chose que moi dans ces entretiens. On a été à peu près d'accord. Et donc, en fait, après, il y a une phase de consolidation des thèmes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en termes de résultats au niveau des cadres de référence? C'est que déjà, il y a peu ou pas de rupture cognitive. Et puis surtout, il n'y a pas de changement de vision du monde. Néanmoins, on voit quand même l'émergence d'une réflexivité critique. Il y a une intégration de la pensée systémique. Il y a une volonté de changer les modes opératoires, personnellement. Ils formulent le fait que ils ont envie de faire différemment et ils disent aussi qu'ils auraient envie que l'entreprise fasse différemment. Et puis, il y a aussi un élargissement des perspectives. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, au niveau de la réflexibilité critique, il y a un répondant qui... Alors, moi, contrairement à ma collègue de tout à l'heure, j'ai hyper anonymisé parce qu'ils sont que 5. Donc, ils sont très facilement repérables par l'entreprise. Donc, un qui me dit, faut vraiment se méfier de ça. Il faut se dire qu'on n'a pas raison tout seul. Parce que des fois, on pense qu'on sait, parce que c'est notre métier.
Mais en fait, on ne sait pas vraiment, voire ça peut même être pire. Sur la pensée systémique, un autre me dit, avant moi, je résumais la prévention des déchets à des fiches actions. Maintenant, je vois la prévention des déchets comme un processus de réflexion beaucoup plus long, beaucoup plus vaste, beaucoup plus orienté sur l'analyse globale d'un système. Sur changer les modes opératoires, on me dit parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, la nôtre en tout cas, bah, elle fonctionne en silo, chacun dans son truc, et puis il n'y a pas souvent des passerelles. Appréhender la chose sous un format systémique, ça permettrait pour le coup d'avoir des passerelles. Et puis ce serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Sur la décentration et l'élargissement des perspectives. Au sujet justement de cette nouvelle façon de faire la prévention, il y en a une et elle, c'est assez intéressante parce qu'elle est directrice d'un centre d'exploitation. Donc elle est vraiment quelqu'un du terrain en fait, hein. Qui me dit, bah, ça m'a donné vraiment envie d'aller chercher d'autres solutions en termes de valorisation, en termes de seconde main. Et si tu veux, c'est comme si c'était à nous aujourd'hui de donner l'élan à la collectivité et de pas rester sur le fait de dire la collectivité, elle n'en veut pas. Donc moi, aujourd'hui, je suis sur le truc de me dire, bah, ce que j'ai appris là, bah, il faut que je le reproduise. Sur le sujet des modes opératoires. Donc, on observe des changements dans les pratiques de collaboration. On observe aussi l'intégration de la complexité dans les décisions. Ce qu'on voit moins, c'est tout ce qui va être temporisation de l'action et acceptation de l'incertitude. Tout ce qui est procédure de test, tout ce qui est itération, tout ce qui est adaptation progressive, ils ont encore beaucoup de mal avec ça. En fait, ils veulent des résultats dans un temps court. Donc voilà, tester, itérer, c'est pas encore vraiment rentré dans leur culture. Sur l'intégration de la complexité dans la décision et concernant l'approche systémique, il y en a une qui me dit, bah, je pense que ça devrait être quelque chose de commun à tous ceux qui doivent prendre des décisions parce que justement, ça amène quand même un apaisement en termes de décision. C'est comme si le fait que tu ailles au bout de cette analyse, dans cette finesse d'analyse, ça te permettait aussi de te décomplexer de la peur de manquer ou d'être trompé. Sur l'émergence des nouveaux rôles ou collaborations, il y a un répondant qui me dit, bah, au niveau des relations en groupe, maintenant on a un langage commun, on partage la même vision. En résumé, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on ne peut pas parler de rupture, pas vraiment de rupture cognitive. Néanmoins, on voit apparaître un déplacement progressif des cadres mentaux. La transformation, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est processuelle. Ce qui a émergé aussi, et ça je pense que c'est presque le plus intéressant, c'est que maintenant qu'ils ont vraiment une bonne vision systémique, bah, ils ont aussi hérité d'un sentiment d'une impossibilité à agir. Parce qu'ils se sont rendus compte en fait qu'ils étaient tout petits dans un système et qu'ils n'avaient pas forcément les leviers. Donc, ils ont une vision systémique, mais elle est accompagnée aussi d'une certaine désespérance. Et ça, voilà, il va falloir le gérer ensuite. Et puis, ce qui est apparu aussi, c'est l'apparition de tensions entre innovation et contraintes institutionnelles et politiques. Et donc, un répondant me dit, là, je te parle des collectivités. Ils ont les leviers et nous, on les a pas. Et pourtant, on nous demande de faire de la prévention. C'est un peu hypocrite, non? Ensuite, se pose la question, et là aussi c'est frustrant, c'est que le politique, il a d'autres enjeux aussi. Et qu'agir sur les biodéchets des restaurateurs, vous allez voir les coquilles, à un an des élections, je vous laisse faire la suite. Euh, En conclusion, les effets principaux, bon, c'est une montée en réflexivité, donc ça c'est assez satisfaisant, un élargissement de la compréhension systémique. On a des effets pratiques qui sont vraiment concrets hein, sur les modes opératoires, mais on a cette apparition de tension entre innovation et contraintes institutionnelles et politiques. Et puis surtout, on a ce risque en fait d'un effet boomerang qui serait paralysant parce qu'il y a vraiment, en tout cas dans ce cas-là, une inadéquation entre les moyens et les objectifs qui sont donnés. Dans ces appels d'offres de l'ADEME, même si ce changement de paradigme est nécessaire, mais il faut se dire que le collecteur, que la firme privée, ben, en fait, elle a pas les leviers réglementaires, elle n'a pas les leviers financiers. En fait, elle a que les leviers de la sensibilisation. Qu'avec ça, malheureusement, ben, elle n'a pas grand-chose. Et que son chiffre d'affaires, maintenant, repose quand même grandement sur sa capacité à engager le changement chez les usagers. Donc, ça met aussi ces entreprises et les personnes qui sont chargées sur la prévention dans une situation qui est un peu schizophrène et voilà, je pense qu'il y a vraiment un warning hein, à mettre sur ce sujet-là. En termes de limites, bon, bien sûr, on a un biais du répondant, hein, on est dans du pur quali, on n'a que 5 personnes. Il y a la nécessité d'un suivi longitudinal, la nécessité de reproduire à d'autres groupes de participants.
Et puis, comme enjeu pour la suite, de pérenniser les transformations, mais surtout d'observer leur diffusion organisationnelle. Parce que bah, ce petit groupe-là, c'est un groupe qui est aujourd'hui motivé, porteur, et qui serait volontiers ambassadeur, mais comment l'organisation va évoluer ensuite, ben ça reste à voir. Je vous remercie. Une question, c'est une réflexion. Le, le regard systémique sur les choses, pour moi, il m'apparaît comme un peu incontournable parce qu'on a tendance souvent, en fait, la population a tendance souvent à avoir des réflexes assez simples sur des enjeux qu'ils perçoivent comme simples, mais qui sont extrêmement complexes. Et on sait très bien que si on va avoir des solutions à des enjeux complexes, ben, si on n'a pas ce regard, cette portée systémique, on risque de déplacer le problème ailleurs, voire peut-être même l'empirer, là. Et ce que tu mentionnes, c'est-à-dire ce réflexe un peu de paralysie devant la complexité. Je ne sais pas comment on peut l'aborder, mais faut pas que ça suscite ce réflexe-là, alors que, il faut en même temps que les gens voient la perspective systémique si on veut qu'ils s'engagent dans des solutions qui soient plus pérennes, durables, puis qu'il y ait un bénéfice net au total du point de vue environnemental et social. Est-ce que tu as des réflexions là-dessus? Ou... Bah, en fait, moi, la réflexion, enfin, quand effectivement on me livre ce genre de propos, c'est-à-dire, bah, oui, bah, merci bien de nous avoir montré la complexité. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, petite chose? Enfin, moi, j'ai tendance toujours à faire un retour à ce qui est possible, c'est-à-dire, bah, oui, effectivement, c'est pas toi qui va changer l'industrie agroalimentaire et la façon d'emballer, voilà, d'emballer les produits. Néanmoins, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire toi à ton échelle là maintenant qui serait potentiellement efficace? C'est pour ça que dans les ateliers, j'insiste beaucoup pour que les parties prenantes qui vont mettre en place les solutions opérationnelles possibles et faisables qui soient présentes. Parce qu'en fait, dans le choix des actions qu'elles vont mettre en place, elles vont mettre en place des actions qui sont réalisables, simplement. Donc, il y a moins cet effet de paralysie. Parce qu'on peut quand même faire quelque chose, même si c'est une petite chose, évidemment, à l'échelle du système complexe. Donc voilà, toujours avec, enfin, toujours intégrer les personnes qui sont en mesure de mettre en place les choses derrière. Donc, voilà. Après, effectivement, bah, on peut avoir cette sensation d'être tout petit dans ce monde complexe, mais ça, je crois qu'on l'a tous. Tes résultats vont être transmis à l'ADEME. Alors, je suis un peu en colère en ce moment contre l'ADEME. C'est ça, je me demandais. Est-ce que Parce c'est qu'en fait, ils viennent de ça? sortir. Bah, en fait, j'aurais été très intéressée d'échanger avec eux, que j'échangerai avec eux, mais ils sont sortis il y a pas très longtemps, où en fait, ils ont interrogé, mais ils ont interrogé que sur un retour d'expérience sur ce projet-là, mais ils ont interrogé que les collectivités et pas les collecteurs. Voilà. Et en fait, les collectivités vous disent oui, les collecteurs, alors, ils sont un peu old school, bah, bon, pas trop, enfin, on essaie de trouver des solutions nous aussi. Et voilà, mais oui, on retournera. Enfin, j'attends un petit peu la fin de la recherche, et puis on retournera vers. C'est un peu intéressant justement de... Et puis il y a un autre effet rebond, c'est que les collectivités ont un peu tendance maintenant à se débarrasser en fait de ce sujet-là qu'elles-mêmes n'ont pas réussi à traiter parce que c'est quand même un sujet éminemment difficile, hein. Donc, bah, quelque part, c'est un peu pratique, quoi. On déporte la responsabilité sur le collecteur. Et puis bon, c'est tout bénef parce que s'il y arrive, bon, ben, on lui donne un petit bonus et de toute façon, ça a été vertueux pour nous. S'il n'y arrive pas, de toute façon, il perdra de l'argent. Donc, ça ne nous coûtera pas grand-chose. Et ça, en fait, la réussite de ces appels d'offres et de ces projets-là, il dépend éminemment de la relation de confiance entre la collectivité et le collecteur. Et c'est pareil, c'est aussi une culture à travailler parce que c'était pas la norme. C'est-à-dire qu'en fait, le collecteur est vu, parce qu'il a agi comme ça pendant des années, hein, c'est une réalité, hein, comme une entreprise capitaliste qui est là pour gagner le maximum d'argent possible en faisant le moins d'efforts possible. Donc, la collectivité a une attitude tout à fait normale. Mais parmi les quelques collecteurs, il y en a quatre en France hein, qui sont engagés dans ces appels d'offres expérimentaux. Bon, c'est vrai que c'est quand même des, voilà, en tout cas, il y a un effort de s'approprier ce type de démarche, aussi parce que enfin, ça se multiplie, hein, ça devient la norme. Donc. Donc, c'est pas un projet pilote, c'est vraiment... Alors, il est un peu détourné par les collectivités aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément reproduit dans sa globalité, mais que là, les appels d'offres de marché public qu'on voit émerger intègrent tous au moins une part de variable bonus-malus sur le sujet de la prévention qui maintenant est délégué
au moins pour partie, aux collecteurs de déchets. Émilie? Moi, je me demande avec les conclusions, est-ce que ça donne pas le goût de poursuivre l'exercice justement, puis de faire la co-création des ateliers qui maintenant intègrent le collecteur, puis les collectivités, tu sais, d'ajouter des parties prenantes parce qu'on voit quand même que la vision systémique apporte quelque chose. Puis là, il y a des freins parce qu'il y a ces autres parties prenantes-là qui sont problématiques. Si on ramène les gens, puis là, Parce que c'est pas juste les collecteurs qui ont pas une vision systémique. oui, c'est ça. Puis il faut que tout ce monde-là se parle à un moment. Ouais, développer un langage commun. Oui, ben enfin, oui, ça donne envie de continuer, bien sûr. Mais c'est que le début, hein. C'est pas la fin. C'est que le début, c'est pas la fin. Mais voilà, il y a une culture d'entreprise qui est quand même très, très présente, hein. Alors, pour celle-ci, en tout cas, pour le groupe Isor Environnement, c'est une entreprise qui est c'est un groupe familial, on en est la troisième génération d'héritiers. Voilà, on n'est pas dans on n'est pas dans on n'a pas des profils de personnes qui ont l'habitude d'innover, enfin, de construire, voire même d'innover. Enfin, c'est très récent pour eux. Ils innovent face à la contrainte, hein, parce que c'est la contrainte réglementaire qui les pousse à se... Voilà, ils ont peur des marchés. De toute façon, les entreprises innovent sous la contrainte. C'est souvent. C'est courageux quand même de la part d'Adem, même s'il y a des. Oui, 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 tout à fait. Au moins, il essaie de faire changer les choses. Ah, mais de toute façon, ce changement de paradigme, il était impératif, même s'il est douloureux pour les entreprises, pour justement faire bouger les lignes. Vous allez voir ça ici. C'est ça. Une question par rapport à la qualité du travail, à la qualité de l'emploi des travailleurs, de ceux qui font la job concrète. Est-ce que c'est quelque chose que tu as abordé aussi plus spécifiquement par rapport à ce changement de paradigme? Alors, par rapport à quel type de La travail? qualité du travail, ceux qui sont Les emplois. les emplois, voilà. Alors, en fait, on est en train là, de lancer un grand programme de formation. Ok. Parce que, en fait, on a deux types sur le terrain, hein, on a deux types de salariés. Donc, on a les collecteurs de déchets, hein, les éboueurs, puis on a les préventeurs. Et en fait, les préventeurs ne peuvent rien sans C'est quoi les préventeurs? ceux qui font de la prévention, de la sensibilisation. Ah, c'est carrément un nouveau poste. Oui, oui, on a des services. Maintenant, dans chaque exploitation, on a un service de prévention avec des salariés qui sont Autour des dédiés. maisons, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Comment ils font? Ouais. Là, c'est des employés du collecteur. Oui, oui, c'est des employés du collecteur. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils gèrent du projet. C'est de la gestion de projet avec, ils font de l'innovation sociale, en fait, tout simplement, sur le territoire. La sensibilisation au tri des déchets. Donc, on a... Ils sont payés par les collecteurs. Ils sont payés par le collecteur, mais le collecteur a besoin d'eux parce qu'en fait, le collecteur a vraiment un intérêt financier à ce que les gens réutilisent leurs déchets. Ce soit des gens qui La ligne de base, ils sont proches. J'abuse, c'est bon. Donc, Emmanuel, pour terminer, on a justement un programme. Alors, c'est un programme de formation qui est assez large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de former les équipiers de collecte au sujet de prévention, parce que pas faire sans eux, et de les mettre en lien. Donc, voilà, tout un programme qui est assez intéressant, où effectivement, ils vivent la vie des préventeurs. Les préventeurs font des camions de poubelle, ils ont des programmes de formation. Voilà, on essaie de... Oui, j'ai peut-être manqué un mot. Donc, ils sont payés aux déchets non générés. Et où le baseline et où le T0? Alors, en fait, comment des calculs ils ont il y a quand même un forfait qui paye les hommes et les camions, on va dire. Hein, voilà. Je comprends. Bon. OK. Après, le bénéfice. Ouais. On parle du bénéfice. OK. Le bénéfice, en fait, il est indexé. Quand on répond à un appel d'offres de marché public de ce type-là, le collecteur s'engage à atteindre un certain niveau de performance. Donc, on dit, moi, collecteur, je serai capable, dans les 7 années à venir, de baisser de X% les ordures ménagères sur votre territoire, d'améliorer le flux des emballages de X%, qu'il y ait moins de refus de prix en centre de tri. Donc, c'est en fin de vie. C'est pas en fin de, c'est chaque année. Non, mais je veux dire, donc, est-ce que c'est l'efficience de leur système de tri de collecte qui va moins aux poubelles et donc plus
plus peut être recyclé parce qu'il y a un ballot de bonne qualité, ou c'est vraiment l'intrant du citoyen qui a réduit? C'est les deux. En fait. Wow, c'est vraiment incroyable. Ouais. Donc, évidemment, c'est plus facile d'agir, enfin, c'est plus compliqué d'agir sur l'intrant parce que, ben, voilà. Et puis, Et c'est plus difficile. c'est plus difficile. Parce qu'on a, à nouveau, on n'a pas les leviers. C'est aussi ça, voilà. Ouais, c'est ça, c'est pas compliqué, évident, voilà. hein. On travaille avec l'industrie agroalimentaire. C'est ça. Ouais. Je me demande, faudrait plutôt sur les. Émilie, elle a sagement la même idée depuis J'ai une question en fait assez simple. C'est les contrats de combien de temps? C'est entre 7 et 9 ans. Entre 7 et 9 ans. Je sais qu'il peut y avoir des contrats au niveau municipal qui vont jusqu'à 20 ans. Le gouvernement de c'est quoi, mais là, c'est 7 à 9 ans. C'est 7 à 9 ans. Et il y a des clauses de réévaluation où c'est 7 à 9 ans les mêmes conditions. C'est 7 à 9 ans les mêmes conditions. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'en fait, on est obligé de produire un plan de prévention des déchets Ouais, c'est ça. en disant exactement ce qu'on va faire en 7 ans, alors qu'on ne sait pas ce qu'on va faire le mois d'après, souvent. C'est un peu- Mais voilà, c'est vraiment, c'est une nouvelle façon d'appréhender la gestion des décès sur un territoire. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes et des choses qui sont encore un peu bancales. Et, Est-ce que vous parlez avec l'IEQ au Québec? non, je parle avec. Pas Ça encore. devrait être super intéressant avec tout le changement de leur système de collecte depuis janvier. Ça pourrait être intéressant de voir c'est quoi les différences. Les choses, Pardon. Encore. Oh, c'est juste une réflexion, c'est vraiment niaiseux, là. Non, mais je me disais quand même, ces dernières années, on a beaucoup externalisé des services publics et tout ça. Puis je me posais juste la question, est-ce que c'est un rebond de ça ou est-ce que le privé peut vraiment mieux faire que si on avait gardé ça dans les municipalités? Mais il n'y a pas de réponse. Ah, Je me permets de m'interrompre. Puis, ben, nous, dans les 30 dernières années, de par le processus d'appel d'offres etc., tu sais, le marché de la collecte s'est beaucoup concentré. C'est de plus en plus des multinationales qui non seulement font la collecte, mais aussi le tri. Ils sont sur toute la chaîne de recyclage et tout ça. Et ben, donc, comme ils sont très concentrés, ils ont aussi, tu sais, ils exercent un pouvoir de lobby. Et évidemment, le fait qu'ils soient rémunérés à la tonne, là, comme le modèle conventionnel, fait en sorte qu'ils entretiennent, bien sûr, c'est plus de tonnage, mieux c'est, et ils contribuent au problème parce que ils ont aucune réflexion en ce sens. Donc, je pense qu'un des avantages de ce mode de rémunération proposé par l'ADEME, c'est aussi comme rôle transformateur dans ses pouvoirs, ses relations de pouvoir, et ils vont vouloir autre chose que plus de tonnes. Oui, ben, clairement, ils en veulent moins maintenant. Ben oui. C'est une très bonne chose. Voilà. Après, c'est assorti de, voilà, de choses un peu compliquées à mettre en place, parce que c'est le début. Mais le principe de base, le changement de paradigme, il est indispensable. Il me semble indispensable. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a le temps? Non, Il reste une minute. Merci. Merci.